Eh bien, Oscar Freisinger, bonjour, bienvenue Bonjour. dans cette matinale de géopolitique profonde. Alors, mon cher Oscar, je vais très rapidement, puisque je n'ai pas de certitude sur mon retour son depuis le début de cette émission, j'use et j'utilise un nouveau matériel. Je suppose que toi, tu m'entends parfaitement bien. Oui, 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 pas de problème. On m'a même affublé d'un beau casque, ce qui me rappelle la radio plus que YouTube. Et je sais qu'il me faut parler un peu fort, donc il y a certainement un problème de réglage. Oscar, j'aurais aimé que de là où tu te trouves, tiens, il n'y a pas de belle fenêtre cette fois-ci derrière toi. Et non, c'est que mon épouse dort encore. Je ne voulais pas la réveiller par mes, mes commentaires sur la politique mondiale. Ça, c'est cauchemar matinal. Là, se lever comme ça, c'est pas bon. Donc, je tiens à la paix des ménages. Donc, Tu n'as je pas suis à tort. l'étage. Et puis ensuite, la liaison est meilleure ici avec le router. Très bien, Oscar Freisinger. Alors peut-être débuter, puisqu'on a eu l'information qu'hier soir, pour ce qui nous concerne, tes commentaires que tu réserveras peut-être à cet accord de cessez-le-feu pratiquement finalisé entre le Hamas et les Palestiniens, enfin le Hamas et l'État d'Israël. Oui, alors on voit que la phrase de Donald Trump lorsqu'il dit la paix par la force, ça ne veut pas nécessairement dire ce que Biden comprendrait par ces termes. Biden, lui, il comprendrait qu'il faut envoyer la cavalerie. Trump, lui suffit de muscler le ton, le son. Donc il menace, là il a menacé les deux parties en leur disant, attendez les gars, il y a dans pas longtemps, hein, je serai président des États-Unis et il vous en cuira si vous n'allez pas enfin vous asseoir à une table et vous arranger. Ensuite, il faut dire qu'il a préparé la chose en battant froid Netanyahou, qui n'assistera d'ailleurs pas à l'investiture de Donald Trump. On sent qu'il y a de l'eau dans le gaz parce que Israël voulait forcer la main de Donald Trump pour une attaque de l'Iran, pour attaquer l'Iran. C'était un trop gros morceau sur la fin du mandat de Biden. Biden n'a pas osé. Ça venait la planche à ce point à Donald Trump. Ça aurait quand même été gros de commencer une guerre avec l'Iran 10 jours, 2 semaines, une semaine avant la venue du nouveau président. Là, je crois que ça aurait été vraiment la fin des haricots pour les démocrates. Donc, Netanyahou comptait sur Trump, mais il a très très clairement réalisé qu'on ne joue pas avec Donald Trump et que Trump, il n'aime pas le régime des mollahs, Trump, il ne l'aime pas, il n'aime pas toute cette politique qui tend, semblerait-il, à vouloir aller vers la bombe atomique. On est d'accord là-dessus, mais il comprend aussi qu'une guerre contre l'Iran dans ce contexte actuel, ce serait alors mettre le feu quasiment à la planète entière. Donc, il n'est pas complètement fou. Donc, il ne le fait pas. Ce qui s'est passé, en fait, pour cet accord de paix qui a été organisé même avant que Trump soit président, vous pouvez bien voir, ça fait une année que les démocrates nous disent il ne peut pas y avoir de cessez-le-feu à Gaza, c'est impossible, les Israéliens ont tout fait pour bloquer la chose, le Hamas n'était pas non plus tellement enthousiaste, etc. Et il suffit qu'apparaisse la menace d'un nouveau président aux États-Unis, puis tout à coup, ils s'asseyent autour d'une table, et tiens donc, là, ça joue, on trouve des solutions, mais il faut dire aussi que les deux parties étant un peu exhaustées, elles sont fatiguées, elles sont un peu usées par quand même une année et demie, 2 ans de combat, donc ça commence à bien faire, et ils sont à peu près tous quand même soulagés d'arriver à cette solution, mais tous ceux qui critiquaient Donald Trump, là, je pense qu'ils s'en sont un peu pour leurs frais, parce qu'il n'a même pas encore le pouvoir, qu'il a déjà le pouvoir. C'est ça qui est assez intéressant dans tout ce qu'il a fait maintenant en prévision de son accession au pouvoir. Déjà, on voit l'influence qu'il fait peser sur le monde. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a envoyé son envoyé spécial qui était à Doha et qui a pris rendez-vous avec Netanyahou. Et Netanyahou lui dit, oh non, mais demain, c'est le Shabbat, je ne peux pas, sauf le soir. Et l'autre, paraît-il, aurait proféré quelques jurons bien placés au téléphone, comme les Américains en ont le secret. Il a pris l'avion, il est allé à Jérusalem et Netanyahou a dû aller un Shabbat dans son bureau.
se faire entendre dire qu'il n'y avait même pas de discussion possible. Tu fais cet accord de paix et immédiatement, et on ne discute pas, et l'autre est reparti. Et Netanyahou s'est exécuté. Je trouve qu'il y a là quelque chose de réjouissant, je trouve. Bien sûr. Est-ce qu'on m'entend bien là? Je viens d'essayer de faire une modification. Je suppose que pour toi, Oscar, c'est le cas. Ah, pour moi, c'est parfait. Je t'entends très très bien. Eh ben, j'espère que c'est le cas, mais étant donné que j'ai pas le retour des auditeurs. Ta voix résonne en écho parmi les montagnes valaisannes. Je suis sûr que le soleil va se lever, tellement ta voix est attrayante. Et profonde. Voilà, ce qui est logique hein, sur géopolitique profonde. Donc, voilà. Alors, à part donc ce sujet proche-oriental, je pense qu'il y a beaucoup à dire depuis quelques jours et depuis la semaine dernière sur ce qu'il se passe et entre autres sur les échanges entre les deux côtés de l'Atlantique et les coups de boutoir entre autres d'Elon Musk vis-à-vis des États européens, ceux qui sont aujourd'hui parmi les plus fragilisés, que ce soit la Grande-Bretagne ou que ce soit l'Allemagne et ses futures élections, que je sais tu suis de très près pour nous depuis le début. Alors, peut-être pour terminer juste le chapitre Trump, les annonces qu'il a faites concernant le canal de Panama, le Canada, le Groenland, etc., il faut lire ça en profondeur. Donc, on connaît Trump, hein, il envoie des missiles, et il envoie des missiles sondes, si j'ose dire. Hein. Il sonde le terrain, il regarde qu'est-ce que ça donne comme résultat. Et là, si on interprète la chose, si on regarde ce qu'il y a derrière, il y a une toute nouvelle conception de l'Amérique, que l'Amérique développe d'elle-même, ou que ce nouveau pouvoir américain développe du rôle de l'Amérique dans le monde. Je crois que l'hégémonie planétaire, ils l'ont abandonnée. Ils vont vers l'établissement de zones d'influence. Et ceci en ayant dans le point de mire la sécurité des États-Unis. Donc, c'est ce que Trump a dit, Make America First, pour lui, c'est je sécurise l'Amérique au maximum. Et pour pouvoir agir vers l'intérieur de manière efficace, il faut que j'ai sécurisé vers l'extérieur. Et on s'aperçoit que, évidemment, on a vu aussi la réaction des Danois, du gouvernement groenlandais, etc. En fait, ça n'a pas du tout été un total refus et un choc majeur. Ils disent, écoutez, on peut discuter de comment on procède, mais ils n'ont rien contre un stationnement plus important de troupes américaines sur le Groenland, etc., etc. Mais ce qui se passe, c'est que Trump, dans la négociation, moi, c'est une hypothèse que j'émets. Vous aviez raison de dire avant, Nicolas, que l'Ukraine, ça sera plus difficile, mais pour la raison suivante, c'est que les Russes ils gagnent, et ils sont en train de transformer les restes de l'armée ukrainienne en chair à canon, donc en pâté. Donc, ils sont tellement triomphants là, position de domination, avec une impossibilité des Ukrainiens, mis à part d'utiliser le terrorisme. Donc, ça me fait bien rire quand Tusk il vient nous dire que les Russes menacent par d'attaques terroristes. C'est pas du tout leur style. Durant toute cette guerre, ils ne l'auront pas fait, alors que les Ukrainiens ont fait quasiment que ça tout le temps. Donc, faut quand même pas mélanger les pinceaux là. Et donc, il va alors négocier de quelle manière? Donc, il va simplement prendre de la hauteur parce qu'il est obligé. Il peut pas régler le problème ukrainien comme étant une sorte de problématique en soi. Il va insérer ça dans une négociation beaucoup plus large de sécurité globale. Il va dire aux Russes, écoutez, nous, on vous lâche ça, 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 ça. Vous nous embêtez pas ici, ici, là. Les Chinois, vous restez là, 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 là. Et puis, comme ça, on est tous contents. Et puis, on peut recommencer à commercer les uns avec les autres. J'ai un peu l'impression que ça va être ça, mais ça va être au niveau d'une sorte de redéfinition des zones d'influence au niveau planétaire. Et les Américains vont se garder, évidemment, tout ce qui est Atlantique, Atlantique Nord, etc. Les Amériques. Hein, et là, il ne faudra pas venir. C'est la doctrine Monroe revisitée, si on veut. C'est à peu près ça le jeu. Et sur ce qui concerne maintenant Elon Musk, alors ça c'est aussi, on assiste actuellement à des choses qu'on n'a jamais vues. Je veux dire, c'est vrai que la prise de pouvoir de Trump de cette fois-ci n'a rien à voir avec la première fois, rien à voir. On est dans une toute autre logique.
et toute autre une prise de pouvoir beaucoup plus importante. Et puis avec Elon Musk qui remet en question complètement toute la censure qui était en train d'étrangler le monde digital, qui était comment dire, un miroir révélateur du côté mensonger des médias subventionnés. Et il a vraiment battu ça en brèche, mais j'aurais jamais cru qu'il aille aussi loin et qu'il le fasse avec un tel bonheur. C'est assez incroyable. Et là, il fait 3 heures d'interview avec Alice Weidel. Alors, évidemment, ça a gueulé, ingérence, etc. Alors que l'Union européenne, elle s'ingère partout, en Géorgie. Jamais. En Roumanie, on s'ingère joyeusement. On dit qui est le gentil, qui est le méchant, pour qui il faut le voter. On organise des révolutions de couleur un peu partout. On sème la zizanie. Mais quand Elon Musk, il invite une politicienne de haut niveau, de grande qualité d'ailleurs, moi je parle l'allemand comme le français, et je peux mesurer cette capacité rhétorique et la puissance des arguments qu'elle avance, et elle y va carrément. Donc on n'est plus là, on ne joue plus, c'est plus de la diplomatie de bas étage, c'est carrément, voilà la vérité, on est fait pour s'entendre avec les Russes, alors nous, on va sortir de l'OTAN, on va arrêter de faire la guerre aux Russes, on va remettre en marche Nord Stream 1, en tout cas ceux qui restent de Nord Stream, et puis essayer de reconstruire ce qui a été détruit, et on est fait pour être des partenaires des Russes, et on n'est pas fait pour la faire la guerre. Mais attendez, tout le monde devrait se réjouir. Ah non, le Deep State ne se réjouit pas de ça, évidemment. Le World Economic Forum et les suppôts de Klaus Schwab, qui sont d'ailleurs en train de s'amenuiser, hein, quand on voit que même Justin Trudeau a fini par comprendre que le peuple canadien avait assez de lui et de ses fariboles. Donc, vous voyez le changement. Et donc, ce qui se passe en Allemagne actuellement est assez important, et ça, c'est lié aussi à l'Autriche, parce que l'Autriche et l'Allemagne, c'est toujours un peu, ouais, c'est les pays germaniques proches, hein, ils étaient à un moment même ensemble, c'était 2 empires qui étaient toujours alliés. Il y a toute une histoire qui lie ces 2 contrées. Et en Autriche, ce qui s'est passé, c'est qu'après 95 jours de vaines tractations entre des partis qui n'avaient absolument mais rien de commun dans le programme, c'est rien. Donc parce que la gauche, Babler, la gauche autrichienne, ils sont très très à gauche. C'est une gauche quasi communiste. Et vous avez les conservateurs autrichiens qui sont encore très conservateurs, quoi. Et comment voulez-vous que ces 2 entités trouvent une plateforme, si ce n'est il faut empêcher Herbert Kickl et puis le FPE de prendre le pouvoir. C'était la seule base commune qu'ils avaient, d'être contre l'autre larron. Et ça a été 95 jours quand même, de 95 jours, pour parler français, de vaines tractations avec un 3e petit groupuscule, parce que 2, ça ne suffisait pas, il fallait encore les néos avec. Alors les néos, je ne sais toujours pas comment les situer. Donc c'est néo, ça ne veut rien dire, c'est nouveau. Oui, ah bon, oui, ça va paraître nouveau. Puis ça fait un moment que c'est plus nouveau, parce que ça fait quelques décennies qu'ils existent maintenant. Enfin, en tout cas, une décennie. Mais bon, finalement, ça a volé en éclats. Et le président Van den Bellen, ce qu'il n'avait pas fait la première fois, il a quand même dû charger le vainqueur des élections. Je rappelle que le FPE avait doublé son électorat pour passer à 29%, et que le EVP, donc les conservateurs, eux, avaient perdu 9%, ils étaient descendus à 26%. Et donc, la tradition en Autriche veut que c'est le premier parti, le parti le plus important, qui forme le gouvernement. Et donc, nous, on a essayé de faire une sorte de protection, de pare-feu contre l'extrême droite. Eh bien non, maintenant Herbert Kickl a été chargé de former le gouvernement. Et pourquoi il va réussir? C'est très simple, parce que s'ils refont des élections, c'est ce qu'ils pourraient faire, dissoudre et refaire des élections, eh bien c'est très simple. Les sondages sont clairs, le FPE il ne ferait pas 29%, mais il serait en haut à 33, 34, 35%. Et puis le FVP, les conservateurs perdraient encore. Donc les conservateurs n'ont aucun intérêt à ce stade, il y ait de nouvelles élections. Donc ils ont accepté Kickl soit chancelier, et ils seront le junior partner, comme ils disent, enfin l'appoint du FPE. Mais entre ces 2 partis, ça fait quand même 55% de l'électorat. Donc, ils ont une majorité confortable pour gouverner. Maintenant arrive l'Allemagne, où nous avons le même schéma, avec une AfD qui, ces derniers temps, chaque semaine, elle prend 1 ou 2%. Donc, elle est en train de monter de sa petite bête qui monte. Friedrich Merz et les conservateurs sont en train de descendre gentiment.
Et fin février, on risquerait de les trouver au coude à coude. Admettons maintenant que Weidel sort première, que le parti AfD sort premier, eh bien, ça sera difficile quand même de les éviter. Donc, ils vont tout faire pour. Hein. Mais les autres partis, eux, sont en train de perdre complètement pied. Hein. La gauche, elle est en bas à un pourcentage infime. Hein. Donc, ils sont quelque chose comme 8-9%. Donc, ils ont fondu comme c'est pas permis. Et on risque d'avoir cette Alice Weidel face à la crise que connaît l'Allemagne, qui pour la deuxième année maintenant est clairement en récession, avec une destruction de la place économique allemande, de l'industrie allemande, une décentralisation, délocalisation des entreprises massive, le chômage qui augmente, l'inflation et tout ça. C'est clair que dans ce contexte-là, c'est de l'eau sur le moulin qui n'est pas à vent de Alice Weidel. Donc, elle ne vend pas du vent, elle vend vraiment du concret. Et si l'Allemagne prend cette décision, je pense que c'est la fin de l'OTAN et la fin de l'Union européenne. Donc, on redéfinit totalement différent. Donc, ça, ce sera alors le coup de boutoir définitif. Les Allemands ont ça entre leurs mains et ils commencent à s'en rendre compte parce que, justement, il faut aussi avouer que le coup de Musk, ça a été un formidable coup d'accélérateur pour Weidel. Alors ça, c'est très, très clair. Et on a maintenant, déjà, avec Giorgia Meloni... Il y a des nouveaux sondages qui montreraient que l'évolution est nette. Oui. Très, très clair. Alors, les derniers sondages, il y a 2 jours, je crois que c'était il y a 2 jours, c'était 22% pour l'AfD, puis 30% pour le... Mais avec la tendance de l'AfD de monter, à chaque semaine d'1% environ. Et puis, la même chose se passe pour les conservateurs vers le bas, pour la CDU vers le bas. Donc, ils vont descendre maintenant en dessous de 30%, très, très clairement. Et ils vont se rencontrer peut-être quelque part autour des 25, 26. Et c'est là que ça devient intéressant. Et même sinon, vous avez vu, l'Allemagne a fait une expérience avec la Ampelregierung, c'est le traffic light, le sémaphore, si on veut, je veux dire, le gouvernement sémaphore avec 3 couleurs. Et on a vu que ça ne jouait pas. Donc, le pays a été amené contre le mur, hein, ça c'est clair. Et maintenant, donc, si les 2 partis-là, comme en Autriche, l'emportent, ils ont à eux 2 une majorité pour gouverner. Mais par contre, si le EVP veut éviter le CDU veut éviter l'AfD, il est obligé de s'allier avec ceux qui ont été les responsables de cette terrible chute de l'Allemagne, les Verts, les socialos, etc. Donc, ils sont obligés d'aller se tourner vers ceux qui ont montré depuis 4 ans maintenant comment on peut détruire un pays de manière efficace. Non, mais vous imaginez ce que ça va donner comme émeute en Allemagne. Ça sera une catastrophe. Donc, par la force des choses, comme en Autriche, à mon avis, ces 2 partis vont être obligés de collaborer. Merz s'en défend comme c'est pas possible, mais il n'est plus à un changement d'opinion près. D'abord, il voulait donner un ultimatum de 48 heures aux Russes, sinon il allait livrer des fusées Taurus. Là, il est bien revenu de cela. Hein. Donc, il a quand même compris que c'est ça qui lui coûtait un paquet de pourcentages. Mais les gens ne le croient plus. Il a perdu beaucoup de crédibilité avec tout ce qu'il dit, sa manière d'agir et son atlantisme forcené, ça passe plus. Donc, Weidel, c'est un renouveau possible et Musk a été clair et je crois que Musk a raison. Je suis obligé de lui donner raison. Il dit l'Allemagne veut se sauver, il n'y a qu'une porte de sauvetage, ça s'appelle Alice Weidel. Vous voulez vous sauver, Alice Weidel? Vous n'avez pas d'autre solution. Tout le reste, ce sera resservir du vieux vin dans des nouvelles outres. C'est tout. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.